Des rangs de l'armée à ceux du New Space, c'est un profil tout à fait unique que nous recevons aujourd'hui en plateau. Le général Michel Friedling, ancien général de l'armée de l'air, ancien commandant de l'espace, cofondateur de Look Up Space, est avec nous en plateau et vous accompagnez également dorénavant des entreprises au travers d'une activité de conseil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Merci. de Smart Space. Alors en décembre 2021, vous présentiez le contexte économique du secteur spatial au Sénat en tant que commandant de l'espace à l'époque. Et aujourd'hui, vous êtes, on peut le dire, devenu acteur de cette même économie que vous présentiez à l'époque. Votre cheval de bataille, c'est la surveillance de l'environnement spatial. On va revenir sur cette activité en détail et cette nouvelle aventure pour vous dans un instant. Mais avant, un petit coup d'œil dans le rétro quand même. Vous avez pris vos fonctions en 2018 au commandement de l'espace. Vous étiez finalement, on pourrait appeler ça comme ça, le premier patron de la Space Force française. Vous avez mené le premier entraînement Astérix, premier exercice militaire spatial en 2021. Qu'est-ce qui vous a amené à l'époque à prendre ces fonctions de commandant de l'espace et quelle était l'ambition à ce moment-là du CDE ? Alors d'abord, je dirais que nous n'avons pas encore de Space Force en France. Nous avons un commandement de l'espace qui est intégré à l'armée de l'air, qui est devenu l'armée de l'air et de l'espace. Bon, c'est une distinction qui peut paraître subtile, mais qui ne l'est pas. Les seuls qui aujourd'hui au monde ont une Space Force, ce sont les Américains. Quelle est la différence ? C'est qu'on n'a pas de capacité d'attaque ? C'est une armée... Non, pas du tout. C'est que la Space Force, c'est une armée en tant que telle. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'armée de l'espace, on a un commandement de l'espace qui est déjà un grand pas en avant par rapport à ce qui existait auparavant. Et donc qui dispose de moyens qui sont extrêmement importants. Et ce commandement de l'espace, c'est le fruit, c'est un des fruits de la revue stratégique dédiée à l'espace que l'on a conduite à la demande du président de la République en 2018, quand j'ai pris mes fonctions pendant un an. Et donc qui a conduit à la création de ce commandement. Je pense que l'étape suivante, ça pourrait être, mais dans quelques années, la création d'une Space Force française. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à quitter ce commandement ? Alors, j'aurais pu rester sous l'uniforme et continuer ma carrière militaire. C'est un choix que j'ai fait pour différentes raisons. D'abord, quand on tombe dans la marmite espace, je crois qu'on a envie d'y rester parce que c'est un domaine qui est quand même extrêmement intéressant, qui est fascinant. Il y a un esprit pionnier, il y a des frontières qui s'ouvrent, il y a des domaines à conquérir, il y a tout à faire en fait. On rentre dans un nouvel âge spatial. Bon, ça, je ne vais pas l'apprendre à vos téléspectateurs. La deuxième chose, c'est que c'est un écosystème qui est très dynamique avec, je l'ai dit, un esprit pionnier qui, moi, m'a beaucoup plu. Vous connaissiez ce secteur spatial avant de prendre la tête du commandement de l'espace ou pas ? Je le connaissais assez mal, en réalité. Oui. Quand j'étais jeune pilote de chasse, donc j'étais capitaine, et moi, mon rêve, c'était d'être pilote de la navette Columbus. Vous savez, ce projet européen qui n'a pas... Alors, c'était pas Columbus, c'était Hermès, pardon. De la navette Hermès. Et donc, malheureusement, ce programme a été abandonné, donc mes rêves se sont effondrés. Bon, j'ai continué ma carrière de pilote de chasse. Et puis, j'ai été rattrapé par ce premier amour déçu. Et donc on m'a confié la direction des activités spatiales du ministère et puis la création du commandement de l'espace. Et donc, une fois revenu dans ce milieu-là, je n'avais plus envie d'en sortir. Et donc, pourquoi j'ai décidé de partir également ? Parce que j'ai été assez préoccupé, je dirais, par ce qui est en train de se passer dans l'espace. La multiplication des débris, avec les risques que cela implique, avec l'augmentation du trafic spatial, avec les risques que cela implique, mais également l'apparition des menaces orbitales. On en parle de plus en plus. Ça a fait l'objet de briefings qui ont été faits aux autorités politiques, au président de la République, etc. Ça, c'est dit dans la stratégie. Et donc, tout ça fait que si certains acteurs n'apportent pas des solutions à la fois politiques, mais techniques aussi, eh bien, on court à la catastrophe dans l'espace. Donc, je me suis dit, il faut y aller. Il y a une fenêtre d'opportunité. Il y a eu une rencontre aussi, puisque j'ai rencontré Juan Carlos Dolado, qui était le chef du service surveillance de l'espace du CNES et qui est un expert international des débris. Et cofondateur aujourd'hui de Look Up Space. Absolument, qui est cofondateur. Nous sommes donc deux dans cette aventure. Et donc, c'est aussi cette rencontre qui a fait que je suis là aujourd'hui. Alors, je ne peux pas m'empêcher de demander, vous pouviez aussi avoir un rôle sur cette surveillance de l'espace depuis votre poste précédent. À quel point vous pouvez là changer les choses, là où vous ne pouvez pas le faire avant ? Bon, d'abord, il faut savoir que quand on est dans l'institution militaire, on occupe un poste pendant 3 ans,
4 ans peut-être maximum. J'ai eu la chance de rester 4 ans à ce poste. Oui. Il était temps de changer, d'avoir sans doute une promotion et un autre poste. Et donc, comme je vous l'ai dit, je voulais rester dans le domaine spatial et continuer à avoir une empreinte sur ce sujet, très clairement. Oui. Par ailleurs, quand on est au commandement de l'espace, on s'intéresse au sujet défense. Oui. Et donc, il n'y a pas que le sujet défense dans la maîtrise de l'environnement spatial, il y a aussi tout le sujet collision, service aux entreprises. Et par ailleurs, enfin, je pense que j'ai un ADN d'entrepreneur. J'aime construire et donc j'avais envie de construire quelque chose. Quelles sont les opportunités commerciales que représente aujourd'hui ce secteur? De quoi on parle précisément quand on parle déjà de la surveillance des objets en orbite, on l'a dit tout à l'heure, mais plus globalement de l'activité spatiale en fait, hein. Alors c'est un marché qui est en train de se structurer. C'est un marché émergent. Donc comme beaucoup de marchés émergents, évidemment, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu entre les acteurs institutionnels et les acteurs privés. Les acteurs privés qui vont être des acteurs de la surveillance de l'espace, mais de la sécurité et des activités spatiales en orbite, mais aussi des clients potentiels, c'est-à-dire les régulateurs, les assureurs, les opérateurs spatiaux, les opérateurs de lancement. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Et moi, j'aime faire un parallèle avec le marché de l'observation spatiale, qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, puisque l'essentiel de l'imagerie spatiale était fourni par des satellites institutionnels, gouvernementaux, de renseignement, etc. Et en fait, finalement, c'est l'offre qui a créé la demande. Et aujourd'hui, vous savez, il y a un marché énorme sur l'imagerie spatiale qui se développe et dont on ne voit plus finalement la fin. C'est-à-dire qu'il y a des applications qu'on découvre tous les jours. Je pense que c'est ce qui va se passer pour le marché de la surveillance de l'espace. Le marché va se structurer et ensuite on va progressivement découvrir des applications à l'infini qui vont croître au fur et à mesure que les domaines d'activité en orbite vont également augmenter. Les services en orbite, la logistique en orbite, l'exploration lointaine, etc. En quoi consiste votre technologie précisément ? Alors nous, on a fait le choix d'une technologie radar. Oui. Vous avez beaucoup d'acteurs sur le marché. Oui. Établis ou émergents. En France, il y en a déjà deux, par exemple. Oh, il y en a même plus que ça. En France, vous avez effectivement d'acteurs établis qui délivrent un service opérationnel. Vous avez Safran Data System qui a fait le choix de la technologie radiofréquence. Vous avez Ariane Group qui a fait le choix de la technologie optique, donc il y a un réseau de télescopes. Et puis vous avez des acteurs émergents, donc chez MySpace, Spaceable, notamment. Alors nous, on a fait le choix, et puis alors si vous regardez l'écosystème mondial dans ce domaine-là, on va retrouver en fait à peu près la même chose. Vous avez le choix de la technologie optique, la technologie RF ou le radar. Et quand vous regardez, vous faites le mapping de tout cet écosystème, eh bien, il y a beaucoup de monde sur l'optique. Pourquoi ? Parce que le ticket d'entrée techno et financier, il est quand même relativement bas. Mais ça présente beaucoup d'inconvénients, la technologie optique. Notamment, c'est sensible aux conditions d'éclairement, c'est sensible aux conditions météo. Voilà. Le radar est plus résilient. RF, il y a 2 acteurs établis dans le monde. Il n'y a pas d'acteurs émergents à ma connaissance. Donc c'est Safran Data System en France et Kratos aux États-Unis qui se partagent le marché. Et puis, alors l'inconvénient de la technologie RF, c'est que ça ne détecte que des objets actifs, donc qui émettent des ondes électromagnétiques. Et puis la technologie radar, c'est une technologie qui est insensible aux conditions météo, aux conditions d'éclairement, qui est très précise. Le ticket d'entrée technologique est beaucoup plus élevé, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'acteurs. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a un seul acteur établi qui s'appelle Leo Labs, qui est un acteur américain, qui a été créé en 2017 et qui a levé déjà 82 millions de dollars en 2 ou 3 séries. Qui a déjà une dizaine de stations, en fait. Et qui a déjà une dizaine de stations dans 6 ou 7 implantations dans le monde. Et donc, nous, on a vraiment l'ambition... notre ambition, elle est très simple. On veut être un des leaders mondiaux de ce domaine. Voilà. Mais sauf que vous avez été créé il y a un peu moins d'1 an. Alors, comment on rattrape ce retard-là, technologiquement? Quels vont être vos défis? Alors, il y a un défi technologique, il y a un défi commercial, il y a beaucoup de défis. La technologie, nous, on a parlé de la technologie radar, c'est le choix qu'on a fait. Donc là, on est en train de développer un radar. Donc, on s'est associé avec des acteurs industriels, académiques et de la recherche. Donc, on a, en fait, pour développer ce radar, on a un consortium, en quelque sorte, d'une douzaine d'acteurs académiques de la recherche et industriels, avec des sous-traitants. On a déposé un projet dans le cadre de France 2030 pour être subventionné par l'État pour développer ce capteur, qui est un appel à projet sur les capteurs de surveillance de l'espace. Donc on est très confiant sur l'obtention d'une subvention de l'État pour développer ce capteur. On a développé, mais il y a aussi, alors donc
une fois qu'on a développé le capteur, c'est pas tout. Il faut déployer un réseau mondial. Parce que l'idée, c'est de détecter des objets très petits, je vais dire de classe centimétrique. Oui. Vous voyez, ça veut dire des centaines de milliers d'objets. C'est le trou dans la raquette aujourd'hui, en fait, en réalité. C'est clairement le trou dans la raquette. Sauf que c'est un vrai danger pour toute l'activité commerciale dans l'espace. Aujourd'hui, on sait détecter des objets de 70-80 cm et on ne sait les détecter que toutes les 36, 48, 72 heures. Parce qu'on a un capteur, qui est un capteur du ministère des Armées, qui est toujours opéré par le commandement de l'espace. Donc c'est tout à fait insuffisant, à la fois dans le taux de revisite. Il faut déployer un réseau. Donc on développe ce radar. Donc ça, c'est ce qu'on va faire pendant les 24 premiers mois. C'est notre proof of concept sur le senseur, le capteur. Ensuite, on déploie le réseau dans le monde. Mais il y a aussi toute une partie numérique qui est extrêmement importante. Donc on développe une plateforme digitale avec un certain nombre d'applicatifs, d'algorithmes, d'intelligence. Donc c'est vraiment data-centrique, avec une capacité à fusionner de manière totalement agnostique des données qui viennent non seulement de nos radars, mais aussi de partenaires qui vont nous fournir de l'optique, du laser ou de l'ARF. Et donc, en fait, on a à la fois donc, le capteur et le réseau, mais aussi la partie data derrière qui est extrêmement importante. Donc, c'est vraiment un projet industriel avec de l'infrastructure, ce qui peut faire peur d'ailleurs aux fonds d'investissement souvent. Évidemment, parce que c'est un projet numérique. Alors comment vous faites d'abord pour convaincre les investisseurs, on peut aller sur ce sujet-là tout de suite, de vous faire confiance, parce que dans le spatial c'est aussi la difficulté, le retour sur investissement il est très long à arriver, vous avez déjà des acteurs établis en face de vous, des acteurs importants qui n'ont pas les mêmes difficultés qu'en Europe à trouver du financement. Si on prend Léo Labs par exemple, qui a déjà des contrats, je crois que l'État français aussi est déjà en discussion avec Léo Labs pour utiliser ses capacités. Comment vous faites pour vous financer ? Alors nous, on a besoin d'une certaine somme d'argent pour travailler pendant 24 mois, jusqu'à la démonstration qu'on a ce radar, qu'on a su le faire et qu'on l'a déployé. Et donc, pour réunir cet argent, on fait appel à des fonds publics, donc des subventions, qu'elles soient françaises à travers France 2030 ou européennes. Il y a le European Innovation Council qui permet aussi d'allouer des subventions sur des projets technologiques. Et ensuite, on a fait appel à des investisseurs privés. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, vous voyez, ça s'est terminé hier. On a fini notre levée de fonds. Donc, on rentre dans la phase où on rédige les contrats, etc. Mais enfin, c'est de la paperasse. Hein. Donc, on a 3 fonds d'investissement qui nous suivent. Et on est vraiment content parce que le contexte est quand même assez difficile en ce moment. Hein. Deuxième semestre 2022, les investissements dans la tech ont été diminués par 2 par rapport au premier semestre du contexte mondial. Et donc, nous, en moins de 6 mois, on aura réussi à lever environ la moitié de son besoin, l'autre moitié étant fournie. C'est combien la moitié c'est de l'ordre de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros en amorçage, donc en seed. Donc un peu plus de 7 millions d'euros en subvention, ce qui va nous permettre de travailler pendant 2 ans et de démontrer qu'on sait faire. Alors sachant qu'on on a déjà une version qui fonctionne, une version 1 de la plateforme numérique avec toute l'intelligence à bord. Et donc ça, on a déjà un produit qui, en quelque sorte, est commercialisable et on va le faire. On peut citer les fonds d'investissement. On a qui ? Expansion ? Alors, alors notre fonds leader, ça va être un des 2 fonds leaders, c'est Carista, donc, qui met en œuvre Cosmic Capital. Et Cosmic Capital, c'est le CNES et la BPI. Donc ça, c'est très important pour nous d'avoir ces 2 acteurs capitaux de la société. Mais c'est également Expansion, le fonds qui a été lancé par Charles Beck-Bédé, dédié au spatial. Et puis, il y a un fonds allemand qui prend une place significative, très significative, qui va être Colide également. Donc ça, c'est aussi pour nous, c'était important d'européaniser la société. Parce que même si on a fait le choix dès le début, pour aller très vite, de travailler avec des acteurs industriels français, des partenaires sur le plan technologique français, on a besoin aussi d'avoir une ouverture internationale. Et comme vous l'avez dit en introduction, nous, on a clairement une ambition mondiale. On n'est pas du tout sur le marché régalien. C'est important parce qu'il y a cette question de souveraineté, surtout quand on parle de donner des capacités à la France ou à l'Europe qui n'existent pas encore aujourd'hui. Il faut aller, on le voit, la France va chercher aux États-Unis avec Léo Labs ces capacités-là. À quel point ça fait partie de votre stratégie ? À quel point ça vous limite ? J'ai l'impression que ça ne vous limite pas du tout. Ça ne nous limite pas du tout. En fait, si vous voyez, dans la typologie des clients qu'on va adresser et qu'on a commencé à adresser, il y a les clients institutionnels, enfin c'est public et privé, militaires et défense et civil. Et donc on a commencé à discuter avec tout l'écosystème. On sent un très très fort intérêt sur ce qu'on est en train de faire, y compris aux États-Unis. Je reviens du Space Symposium qui avait lieu il y a 10 jours maintenant. Et on a rencontré un certain nombre de partenaires aux États-Unis,
qui sont extrêmement intéressés par ce qu'on fait et qui veulent déjà établir des partenariats commerciaux avec nous. Donc on est très heureux et je pense que ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne le pensait en réalité au départ sur les revenus, sur la commercialisation de nos produits. Est-ce qu'il y a une question de réglementation? Est-ce que le territoire européen et français est propice au développement de ce marché et de votre technologie? Oui, bien sûr. Vous savez, je vous le disais, le marché est en train de se structurer. Pour vous donner un exemple, il y a une discussion qui a lieu actuellement entre tous les opérateurs européens dont nous faisons partie de la surveillance de l'espace, établis ou émergents, et la Commission européenne à travers la DG Défi et EUSST que vous connaissez, qui est le consortium piloté par la Commission européenne sur la production de services de sécurité dans l'espace. Et donc cette discussion fait l'objet de séquences de travail, de workshops entre l'industrie et la Commission européenne pour précisément mettre en place les conditions non seulement de l'autonomie européenne dans ce domaine, l'autonomie stratégique, mais aussi les conditions de l'émergence d'un secteur privé viable. Parce qu'une société comme la nôtre, c'est beaucoup d'investissements. Donc c'est plus de 100 millions d'euros d'investissement pour développer un réseau comme ça, c'est pas quand même des petites sommes. Oui. Et donc derrière, pour être viable, il faut qu'il y ait un marché. Donc il faut qu'on ait une discussion avec les acteurs institutionnels pour voir comment ceci peut se faire. Et donc dans le prochain règlement spatial européen, il y a une somme qui devrait être très très importante, donc sans doute entre 1 et 2 milliards d'euros pour financer de l'achat de données ou de services auprès d'opérateurs comme nous. Et donc évidemment, des acteurs institutionnels dont l'Union européenne vont être des clients au même titre que les opérateurs privés. C'est là qu'être parmi les primo-arrivants. Est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que vous faites partie des primo-arrivants en Europe? Je pense qu'on fait encore partie des primo-arrivants. Si on laisse de côté, si on met de côté Safran, Data Systems et Ariane Group, qui sont quand même des acteurs établis qui livrent un service, et qui mais ont on est dans déjà les primo-arrivants. Et qui ont déjà établi leur réseau, mais ils ont une technologie qui est très différente. Et donc on est très complémentaires en réalité. On est bien sûr concurrents parce que finalement, on offre un service qui a la même finalité, mais on est très très complémentaires. Et d'ailleurs, on a engagé des discussions avec beaucoup d'acteurs industriels, et y compris des acteurs comme Ariane Group et Safran Data Systems, pour voir comment l'offre de services que l'on peut avoir avec ces trois technologies RF, optique et radar peut avoir une valeur ajoutée sans équivalent dans le monde aujourd'hui. Alors, ancien commandant, aujourd'hui entrepreneur, c'est quoi la prochaine étape pour vous avant de conclure ? La première étape, ça va être de mener à bien cette entreprise. Donc on a l'ambition de déployer très vite ce réseau, d'être très vite un des leaders mondiaux. Et ensuite, on a d'autres idées, mais je crois qu'il faut d'abord cranter cette entreprise, générer des revenus, être confortable, et ensuite, je pense qu'on aura envie d'aller un peu dans l'espace aussi. Vous nous en parlerez la prochaine fois. Aujourd'hui, notre conviction, c'est que l'avenir de l'espace se joue sur Terre. C'est pour ça qu'on déploie nos capteurs sur Terre. Voilà. De la même façon que l'avenir sur Terre se joue aussi dans l'espace. Voilà. Merci beaucoup, Général Michel Friedling, ancien général de l'armée de l'air, ancien commandant de l'espace et cofondateur aujourd'hui de Look Up Space. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.